Il est assis là depuis des heures, calme, détaché, et il nie tout. Je n'ai rien fait. Une fillette de 5 ans a disparu. La femme qui la gardait est morte, retrouvée ligotée et brûlée dans une caravane. Et l'homme assis en face de 2 agents spéciaux affirme qu'il était en train de pêcher. Et pourtant, son téléphone a été localisé à des kilomètres de l'endroit où il disait être. Ses bottes sont mouillées. Ses chaussettes sont sales. De l'herbe est collée sous sa voiture. Pourtant, il ne craque pas. Ce n'était pas le moment, Jake. Nous en savons plus que tu crois. Qu'est-ce qui a changé en 2 heures? De l'autre côté de la table, l'agent Paul Garardi ne répond pas. Il tend simplement la main vers son téléphone et le lève. Maintenant, recommençons. Qu'est-ce que tu as à nous dire? La peine, c'est la mort. Fais sortir ta famille d'ici. Quel nom? Je vais avoir mon... Avocat à l'appeler. Vous. Incroyable. Il est un peu plus de 3h30 du matin le 22 juin 2016 à Bemidji, dans le Minnesota. La ville dort encore lorsqu'un appel au 911 réveille les secours. Un incendie ravage une mobile home à Hillcrest Manor. Les pompiers arrivent rapidement, maîtrisent les flammes et commencent leur recherche. Mais ce qui commence comme un incendie de bâtiment ordinaire devient glaçant presque immédiatement. À l'intérieur, le corps d'une femme, ligoté avec du ruban adhésif, est découvert. La victime est rapidement identifiée comme étant Melissa Norby, âgée de 35 ans. Elle vivait dans la caravane avec son jeune fils, une femme discrète, connue de peu de gens, invisible pour la plupart. Mais ce n'était pas un accident tragique, c'était évidemment autre chose, quelque chose de bien pire. L'affaire est confiée à l'agent spécial Paul Garardi du bureau de Grand Rapids du Bureau des enquêtes criminelles du Minnesota. Garardi commence à se coordonner avec la police locale, les enquêteurs d'incendie de l'État et ses collègues agents. La caravane est une scène de crime, mais ils ne savent pas encore ce qui manque d'autre. Des heures passent et l'incendie est enfin éteint. As-tu encore allumé la lumière sur mon bidon d'essence? Je viens juste de recevoir une cassette vidéo. Ça a aidé? Oui, beaucoup. Les enquêteurs fouillent ce qu'il reste de la caravane, trient les preuves et reconstituent les derniers instants de la vie de Melissa Norby. L'hypothèse de travail est simple. Elle a été assassinée et l'incendie a été déclenché pour dissimuler le crime. Il découvre rapidement que, heureusement, son fils n'était pas à la maison la nuit de l'incendie. Mais juste avant midi, près de 9 heures après que les premières flammes aient été signalées, quelque chose d'inattendu se produit au barrage de police. Une femme dit aux enquêteurs que sa fille avait passé la nuit dans cette maison. À ce moment-là, tout change. L'horreur que les enquêteurs pensaient comprendre est maintenant tout autre chose. Melissa Norby n'était pas seule dans la caravane. Elle gardait une petite fille de 5 ans. Les enquêteurs agissent rapidement. Ils retournent sur les lieux et fouillent à nouveau. Pas pour des indices cette fois, mais pour la fillette. Mais il n'y a aucune trace de ses restes. Aucun enfant n'ayant été retrouvé dans les cendres et aucune piste sur sa localisation, les enquêteurs interrogent alors les amis et la famille de Melissa Norby. Qui faisait partie de sa vie? Qui savait qu'elle gardait cette fillette ce soir-là? Qui avait l'opportunité et le mobile pour tuer? Les enquêteurs commencent à examiner ses relations, y compris ses anciens petits amis. Un nom ressort rapidement, Jacob Keane. Des témoins le décrivent comme quelqu'un aux yeux bleus qui conduit un food truck. Et selon certains témoignages, il voit encore Melissa. La police a maintenant un nom, mais pas grand-chose d'autre à part son apparence. Cela ne voudrait pas dire grand-chose jusqu'à ce qu'il consulte le dossier de Keane. Il n'est pas seulement l'ex de Melissa, c'est un délinquant sexuel fiché avec des condamnations antérieures pour pornographie infantile. Dans une précédente affaire, il a été surpris tentant de rencontrer une enfant pour la photographier. Les enquêteurs n'attendent pas et l'appellent. Et Ken décroche. Il est juste après minuit.
le 23 juin 2016, 20 heures, se sont écoulées depuis l'incendie à Hillcrest Manor. Ken accepte de venir volontairement au poste de police de Bemidji. Il est calme, même conciliant. De l'autre côté de la table se trouvent les agents du Bureau d'investigation criminelle du Minnesota, Paul Garardi et Chad Museis. Les agents commencent par la question la plus urgente. Vous reconnaissez cette petite fille? J'ai déjà répondu à cette question. Notre soirée tourne autour de cette petite fille. Nous devons aller dire à ses parents, à cette communauté, que nous avons tout fait pour la retrouver. Il s'est passé quelque chose de grave. Si quelque chose a dégénéré et que quelqu'un est mort. Et cette petite fille est quelque part. Qu'elle soit en vie ou qu'elle ne le soit plus, nous avons l'obligation envers tout le monde de la ramener chez elle. Jake, si tu pouvais nous aider de quelque manière que ce soit. Je le ferais si je le pouvais, mais je ne peux pas. Jake, si tu pouvais. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de penser à ce qui va arriver, mais je le dis maintenant. Il y a des gens qui te soutiendraient si tu disais, tu sais quoi, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et réagi excessivement. Et cette petite fille est... Nous pouvons la ramener à la maison. Faisons-le. Tous les trois, ramenons cette petite fille chez elle. Sapeur, je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas. Tu insistes pour dire que je l'ai ou que je sais où elle est, mec. Et ce n'est pas le cas. Quelques heures avant l'entretien, les agents avaient obtenu ses relevés de téléphone portable par injonction judiciaire. Si Ken était vraiment à la pêche, les signaux auraient dû venir d'une antenne relais proche. Au lieu de cela, ils proviennent de Big Fork, près d'un terrain appartenant à sa famille. Où étais-tu quand nous t'avons appelé? C'est le lac. Tu étais sur le quai en voiture? Où étions-nous? De toute façon, je rangeais mes affaires pour partir. D'accord. À quelle heure elle t'a appelé? Non, c'était 10h23 ou 24. Regarde ton téléphone, montre-moi l'appel. On peut voir l'heure. Il était 10h23 ou 10h27 et mon téléphone a commencé à biper. J'ai dû la rappeler. D'accord. Tu vois ce lac juste là? Ouais, C'est là que tu es. C'est là que se trouve ton téléphone portable. D'accord. oui, j'ai dit que j'avais compris. Je voulais juste te montrer la carte pour que ce soit bien clair. Voilà, tu vois. Ouais. Leurs tours de téléphonie mobile sont plus proches que prévu. Repérés. Ouais. D'accord. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je n'étais pas à Big Florida. Je n'avais aucune raison d'être à Big Floyd. Je ne sais pas pourquoi Jaune a été repéré avec l'antenne relais de Big Floyd. Je n'ai aucune raison pour laquelle j'ai acheté là où j'étais ce soir. Ils savent aussi que plusieurs personnes dans la vie de Melissa, de son fils à ses collègues, ont dit à d'autres qu'elles voyaient Ken. Son fils parle de toi. Sa cousine, ses collègues, cette fille au Nebraska. Ça fait 5 personnes différentes. Tu vois, C'est toi, c'est toi. je n'ai jamais rencontré aucun d'entre eux. Pourquoi toi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait le béguin pour moi il y a longtemps et elle a gagné un rencard? Je te l'ai déjà dit. Oui, mais c'était il y a longtemps. Toi, il y a 1 an, il y a 2 ans, oui. Oui. Ils passent aux preuves matérielles. Sur les lieux de l'incendie, les enquêteurs trouvent un bidon d'essence. Y a-t-il une raison pour laquelle votre ADN se trouverait sur ce bidon d'essence? Non. Et si c'était le cas? Je possède un bidon d'essence comme celui-là. J'ai plusieurs bidons d'essence identiques. Un bidon d'essence a été trouvé sur les lieux de l'incendie criminel. D'accord. Vous avez des preuves sur vous? Des preuves dans votre véhicule? Des preuves chez vous? Dites-moi, des preuves dans votre téléphone? Si vous trouvez des preuves dans tout ça, vous pouvez venir me chercher. D'accord. Mais vous n'allez rien trouver parce que je n'ai rien fait. Et il n'y aura aucun lien entre vous et elle. Absolument aucun, d'aucune manière, James. Et aucun lien entre toi et Melissa. Oh non. Tu en es sûr à 100%? 95% sûr, 145%. Je suis fatigué et dans le brouillard et vous m'avez tenu éveillé toute la nuit. Un peu fatigué, mon vieux? Extrêmement fatigué, oui.
Des gens cherchent cette fille dehors actuellement. Oui, il y a beaucoup de gens. Et si c'était ma fille, j'irais moi-même défoncer des portes. Oui, mais... Je n'ai rien fait à la petite fille. Je n'ai pas vu la petite fille. Je n'ai pas vu Mélissa depuis longtemps. Je n'ai rien fait. J'étais au lit en train de dormir. Je suis désolé, je ne vis avec personne qui puisse corroborer cette version. Aujourd'hui et hier, je travaillais. Ensuite, j'étais à la pêche. Les heures s'écoulent et à chaque heure qui passe, la recherche devient plus désespérée. Les agents changent de tactique, présentant cela comme un accident, quelque chose qui a dégénéré. Et ils espèrent que Keane saisira l'occasion. Tu sais, si elle a été étranglée et qu'elle est morte dans un accident, parlons-en. Réglons ça. D'accord. Réglons tout ça. D'accord? Elle aimait le bondage et elle aimait le sexe brutal. Si, avec cette petite fille, tu as paniqué et que tu lui as fait quelque chose, peut-être qu'elle va bien. On peut peut-être la ramener chez elle. J'espère qu'elle va bien. Je n'ai rien fait. Si ce n'est pas le cas, on l'expliquera aussi. Tu veux que j'avoue un acte que je n'ai pas commis. Les questions continuent d'arriver, mais Keane ne leur a rien donné qu'ils puissent utiliser. Les agents commencent à manquer d'options et de temps. Tandis que Ken est interrogé, d'autres agents suivent la piste de Big Fork. Ils suivent des traces de pneus jusqu'à un bosquet d'arbres et trouvent une caravane scellée avec du ruban adhésif. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Les enquêteurs s'approchent. Ils retirent le ruban adhésif et ouvrent la porte. Est-ce que je peux entrer? D'accord. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, d'accord? Nous sommes la police. Elle est là, vivante. Ses pieds et ses jambes sont attachés avec du ruban isolant. Ses bras portent des marques là où on lui avait déjà mis du ruban adhésif, mais ils sont libres. D'une manière ou d'une autre, elle s'est libérée. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici avec toi? D'accord. Oh, comment il s'appelle? D'accord. Quand est-ce qu'il t'a amené ici? À l'instant. À l'instant? D'accord. Est-ce qu'il a une voiture? Quel genre de voiture a-t-il? D'accord. Il a été gentil avec toi? Tu peux me montrer tes pieds? Juste là? D'accord. Où est-ce que tu es attaché avec du ruban adhésif? D'accord. Ailleurs aussi? Avais-tu du scotch sur les bras? Oui, mais Bruce... As-tu enlevé le ruban adhésif? Où est ce ruban adhésif? Le ruban adhésif était là. Dans la voiture de devant, à l'intérieur de la voiture. D'accord, je m'appelle Rob et voici Don. Quel âge as-tu? Probablement. Ou quelque chose comme ça. D'accord. De retour au commissariat, il ramène Ken pour l'interroger à nouveau. C'est le moment, Jake. D'accord, nous en savons plus que tu ne le penses en ce moment. À quoi ressemble-t-il? Il a une barbe. D'accord. Es-tu allé chez lui? Tu sais de quelle couleur est sa maison? À quoi elle ressemble? Quoi? C'est une grande maison ou une petite maison? Petite maison, d'accord. Est-ce qu'il a des animaux ou pas? D'accord. La maman chat a des chatons. Oh, d'accord. Oui, c'est ta maman chat avec des bébés chatons. D'accord. Le ruban sur tes jambes te fait-il mal? D'accord. Seulement tes bras, est-ce que tes bras te font mal? Peux-tu montrer où tes bras te font mal? D'accord. Peut-on prendre encore quelques photos? D'accord. Le prénom de ma maman est... Est-ce que tu connais le numéro de téléphone de ta maman? On va bientôt appeler ta maman bientôt. D'accord. Tu as soif? D'accord. Pour de l'eau. On va te donner quelque chose à manger et du soda, d'accord? Oui. J'aime le soda ou ce genre de choses. D'accord, on te prend ce que tu veux. Ici l'agent spécial Rob Frake avec l'agent spécial Don Newhouse. L'heure est maintenant. 6h11 du matin.
23 juin 2016. L'agent spécial Rob Frake la prend dans ses bras, la serre contre lui et prend une photo. C'est le moment, Jake. C'est le moment pour toi de préciser ces points. C'est le moment pour toi de te plaindre et de nous dire ce qui s'est vraiment passé ici. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 2 heures et maintenant? Paul Garardi ne répond pas. Il tourne son téléphone vers Ken et lui montre la photo de l'agent Rob Frake tenant la fille dans ses bras. Pour la première fois, la vérité est indéniable. Les mensonges de Ken ne fonctionneront plus. J'ai commencé à parler à... Elle m'avait complètement accaparé. Et nous avons parlé. Et nous ne sortions pas ensemble, mais nous n'avions en fait pas eu de relation sexuelle, mais nous Quel rôle a-t-elle joué? Quel était son rôle? Père et fille. Ok. Peux-tu y aller pour elle ou pour Mélissa? Qui c'était? Tu savais qu'elle serait là? Oui. L'affaire a changé. La chasse à l'homme est terminée. L'enfant est en sécurité et Jacob Ken va aller en prison. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Dans les semaines qui suivent, des preuves choquantes sont révélées. Dans un rebondissement sordide, la police pense que Ken et Norby ont planifié l'enlèvement ensemble. Des téléphones portables retrouvés et un ordinateur portable contenant de la pornographie infantile ainsi que des messages détaillaient leur plan, qui comprenait la mise en scène d'une agression contre Norby. Quelque part en cours de route, le plan a changé et Norby a fini par mourir. Son mobile pour avoir tué Norby ne sera peut-être jamais connu, mais il suffit de jeter un œil au casier de Ken pour que l'idée donne des frissons. Peut-être que Melissa Norby était simplement sur son chemin. Jacob Ken a été inculpé d'enlèvement, d'agression sexuelle, de meurtre et d'incendie criminel. La fille qui l'a enlevé a été examinée à l'hôpital. Ce qu'elle a enduré pendant ces 27 heures restera gravé à jamais dans sa mémoire et celle de sa famille. Jacob Ken a finalement plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'agression sexuelle criminelle. Il a été condamné à 52 ans de prison. En 2017, le service de police de Bemidji a été nommé service de l'année lors de la conférence de l'Association des enquêteurs sur les crimes sexuels du Minnesota pour leur travail minutieux dans cette affaire. La même année, des membres du service de police de Bemidji, ainsi que des agents du BCA du Minnesota, dont Frank, Garardi et Museus, ont reçu le prix des héros du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Ces prix récompensent les membres des forces de l'ordre qui se sont distingués en allant au-delà de leurs devoirs pour sauver des enfants. Pour les agents et les officiers qui ont travaillé sur cette affaire, le sauvetage représentait bien plus qu'un simple travail. C'était un moment qu'ils n'oublieront jamais. Ici Kristen Thorne pour Law and Crime Investigates.